Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gouin. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une incroyable vengeance. Le 18 avril 2014, les policiers de Visé, en Belgique, sont appelés pour des coups de feu. Deux banquiers, Benoît et Carole Philippins, sont grièvement blessés par balles. Avant de succomber à leurs blessures, Carole orientera les enquêteurs sur la piste d'un règlement de compte. Mais en se penchant sur la vie du couple, ces derniers vont aller de surprise en surprise. Avec moi, vous entendrez les voix des proches de Carole Philippins, celles des proches du principal suspect, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Ce soir d'avril 2014, à Visé, au nord-est de la Belgique, un couple va bientôt mourir. Carole Aide et Benoît Philippins rentrent d'un dîner entre amis. Avec eux dans la voiture, le petit Esteban, 9 ans, le filleul de Carole. C'est la première fois qu'il est autorisé à dormir chez sa marraine. Et terrible coïncidence, c'est exactement ce soir-là qu'un mystérieux individu a décidé de s'en prendre à Benoît et Carole. Il stationne la voiture dans l'allée de la maison. Là, ils sortent tranquillement après une bonne soirée. Et puis là, il y a quelqu'un qui les attend, tapis dans l'ombre. Sandrine Sinov venait de passer la soirée avec le couple Philippins. Elle est la dernière personne à les avoir vus en vie. On était avec eux juste avant. On n'a rien vu au restaurant, on fait rien de suspect. Voilà, le monde s'écroule, quoi. Et puis il y avait Esteban, donc on se dit un enfant aussi là-dedans, c'est encore... Qui ose faire ça, un enfant? Voici l'histoire d'un jeune garçon qui va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et d'un couple qui s'était fait beaucoup d'ennemis, au point que l'un d'eux décide de les tuer. Ça nous fait quand même penser à une exécution. C'est pas possible. Dans les films, oui, mais en réalité, on ne prend pas la vie de 3 personnes, dont un enfant, pour du fric. Ça ressemble donc à tous les signes, 1, de la culpabilité et 2, de la préméditation. On veut le faire passer pour un monstre et il ne l'est pas. Ce vendredi 18 avril 2014, l'inspecteur Viola était justement en patrouille dans la ville lorsque vers 22h15, il est appelé sur les lieux de la fusillade. Cette intervention, le policier n'est pas prêt de l'oublier. Quand on arrive sur place, on prend toutes les précautions d'usage, à savoir progresser tactiquement vers le lieu des faits, c'est-à-dire arme au poing, puisqu'on nous signale comme des blessés par balle et on ne sait pas si l'auteur est toujours sur place. En fait, le tireur a déjà pris la fuite et laissé derrière lui un vrai carnage. Juste à côté du véhicule, 3 corps sont allongés. 3 victimes sur quelques mètres, des douilles, énormément de sang. Pour moi, c'était une scène de guerre. J'aperçois immédiatement le corps, un premier corps, qui est le corps d'un enfant. Vu l'ampleur des blessures, la seule chose que je fais, c'est poser ma main sur lui et lui dire que les secours arrivent et qu'on est là. Après quelques minutes qui semblent une éternité, les ambulanciers prennent en charge Esteban. Le petit garçon est touché à la tête. Il a perdu beaucoup de sang. On essaye de récupérer un pouls. On fait tout ce qu'on peut à ce moment-là. Malheureusement pour le petit garçon, on voit bien que son état est absolument désespéré et on ne pourra rien faire pour le sauver. L'enfant décède sous les yeux impuissants des secouristes et des policiers.
Mais pour Carole Head et son époux Benoît Philippins, il n'est peut-être pas encore trop tard. La dame, elle est en état de choc, mais elle est encore consciente. Elle crie qu'elle a mal, elle crie qu'elle a peur. Elle est blessée au dos. Ça se voit de par sa position. Pourtant, Carole va puiser dans ses dernières forces pour faire aux policiers une révélation capitale. En effet, elle a clairement entendu ce que le tireur a dit à son époux Benoît juste avant d'ouvrir le feu. Elle me dit donc il est arrivé près de mon mari, il lui a dit tu me reconnais et ensuite il a tiré. Ce qui induit la question suivante du policier à Carole. Et vous, est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que vous le connaissiez? Et elle répondra non. Benoît Philippins est donc le seul à connaître l'identité du tireur, mais il est impossible de l'interroger. Au moment où les ambulanciers vont le prendre en charge, il est déjà inconscient. Il est quasiment en état de mort cérébrale. Il va décéder dans l'ambulance. Alors que Carole, elle, va arriver encore vivante. Et on va aller jusqu'à la salle d'opération et la table d'opération. Et on va encore une fois, pendant plusieurs heures, essayer de la sauver avant que malheureusement elle ne décède sur la table d'opération dans le courant de la nuit. Christian, le père de Carole Head, n'oubliera jamais cette nuit où il a été réveillé en sursaut par un policier. On frappe à la porte et il y a un gars là qui me dit « Vous êtes bien le papa de Carole Head ?» Ben, je dis oui, parce que votre fille a été prise dans une fusillade. Je dis « Une fusillade, elle a été blessée ou… Et puis elle me dit « Mais non, elle est tuée et son mari aussi et son filleul. » Sonia, la sœur aînée de Carole, se souvient aussi d'avoir traversé les heures qui ont suivi l'annonce du meurtre, comme si elle nageait en plein cauchemar. On se dit, c'est pas possible. Dans les films, oui, mais en réalité, tirer comme ça, oui, c'est vraiment… ouais, tout s'écroule, oui. On se demande ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on lui en voudrait pour la battre comme ça donc, Pour comprendre ce qu'il s'est passé ce soir-là à Visé, les enquêteurs vont recueillir un témoignage capital. Celui d'une femme. Elle déclare avoir aperçu de sa fenêtre un individu suspect sur la scène de crime. Les policiers trouvent rapidement une voisine qui, alertée par les coups de feu, a vu une silhouette dans le noir. Qu'elle va décrire d'un point de vue vestimentaire habillé en sombre. De petite taille, une silhouette de petite taille, prendre la fuite, traverser la rue. Les policiers semblent avoir tapé à la bonne porte, car un autre témoin providentiel a également une information de taille à livrer. Et le mari de cette voisine, lui, dit qu'il a vu dans la foulée une voiture démarrer tout feu éteint. Il s'agit d'une berline sombre. Malgré tout, la description du tireur et de sa voiture n'est pas assez précise. Alors pour remonter jusqu'à lui, les enquêteurs vont bénéficier d'un coup de pouce. En effet, dans ce quartier résidentiel où les habitants sont très préoccupés par leur sécurité, des caméras ont filmé une partie de la scène. Et les caméras de surveillance ont effectivement pu saisir des images des véhicules qui arrivent vers les lieux dans l'heure qui précède les faits. Il y a une voiture qui est arrivée peu de temps auparavant, qui s'est installée en face de la maison. Et cette voiture-là, visiblement, attend. Nous avons reconstitué les images découvertes par les policiers. À 21h48, une berline sombre arrive sur les lieux du drame. 30 minutes plus tard, à 22h18, c'est au tour de la voiture de Benoît Philippins
de ralentir à proximité de son domicile. Moins de 2 minutes plus tard, la berline sombre repart tout feu éteint. Entre-temps, le conducteur aurait donc abattu Carole, Benoît et Esteban. Malheureusement, le triple meurtre s'est déroulé en dehors du champ des caméras. Et sur les vidéos, impossible d'identifier formellement la voiture. L'image de ce véhicule suspect ne permet pas de distinguer ni l'immatriculation et encore moins le conducteur. Mais l'analyse de ces images va tout de même révéler un élément précieux. Le modèle de la fameuse berline sombre. On sait maintenant qu'il circule à bord d'une BMW série 5. Et ce n'est pas tout. L'autopsie des 3 victimes permet d'en savoir plus sur les circonstances du triple meurtre. Ce qui ne laisse aucun doute sur les intentions du tireur. Benoît Philippens a reçu 3 balles. Carole Head a elle aussi reçu 3 balles. Et Esteban, lui, a eu une balle dans la tête. Donc cette munition, toutes ont touché au but. Quand on tire au 9 mm sur une personne à faible distance, au niveau supérieur du corps, c'est fait pour tuer. Ça nous fait quand même penser à une exécution. Dès les premières heures de cette affaire, tout porte donc à croire qu'une vengeance serait à l'origine du drame. Seulement Benoît Philippens et Carole Head étaient-ils vraiment la cible de cette exécution? Pour les proches, il s'agit forcément d'une terrible erreur. Car à les écouter, rien dans la vie du couple ne laissait présager une mort si violente. Carole et Benoît se rencontrent en 2009. Tous les deux travaillent dans la même banque. Carole, qui sort d'un divorce difficile, ne s'attend plus au coup de foudre. Pourtant, elle tombe instantanément sous le charme de Benoît, son patron. Ils avaient été mariés tous les deux déjà avant et ils s'étaient relancés dans un second mariage. Donc je me dis, oui, c'est vraiment... c'est le bon, elle l'a fait parce qu'elle est sûre. Le mariage est assez vite, c'est un mariage bien réussi. Au mariage, on voit bien qu'ils étaient fort amoureux. Ça, elle avait l'air très très heureuse avec lui, donc oui, amoureuse, ça c'est certain. Carole et Benoît forment un couple uni, très attaché aux valeurs de la famille. C'était un couple très gai, très, très souriant, toujours ouvert aux autres, toujours pour faire la fête, pour rassembler la famille. D'ailleurs, tous les dimanches soirs, donc on se retrouvait ici, donc toute la famille soupait toujours ici. Mais alors que le couple rêve de fonder sa propre famille, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Pour moi, il désirait vraiment un enfant. Je pense que le projet bébé était vraiment dans leur ligne de mire. Elle devait se faire opérer au mois de juin pour pouvoir, si elle avait des problèmes, pour pouvoir concrétiser le bébé, je vais dire. En attendant de devenir maman, Carole reporte son amour sur son filleul Esteban, 9 ans, le fils d'une de ses amies. Elle entretient avec lui une vraie complicité. C'était un petit garçon très précieux, tout doux, tout calme. Voilà, un petit garçon très souriant, très poli, vraiment un enfant agréable. Carole était une très bonne marraine. Elle n'oubliait jamais les anniversaires de son filleul. Seulement les policiers vont découvrir que derrière cette image du couple amoureux fou se cache une toute autre réalité. En fait, Benoît Philippens était loin d'être le mari parfait.
En fouillant dans la vie du directeur de banque, les enquêteurs mettent à jour une facette de sa personnalité à 1000 lieues du portrait brossé par ses proches. Et là, les enquêteurs découvrent que Benoît n'est pas si lisse que ça. Alors qu'il est marié à Carole Head, depuis 2 ans, Benoît Philippens serait un époux volage. La police interroge des collègues de travail et des clientes du banquier. Et beaucoup rapportent des comportements déplacés. Benoît est un grand séducteur, il ne peut pas s'empêcher de séduire. Sur son lieu de travail, plusieurs personnes ont révélé qu'elles avaient déjà reçu des propositions de Benoît, mais que voilà, il était parfois un peu assistant sur ce côté-là. En 2013, Sandra Chandel s'est retrouvée face à Benoît Philippens et elle se souvient d'avoir été très mal à l'aise. Ce jour-là, cette mère de famille a rendez-vous avec le directeur de l'agence. Elle vient de perdre son compagnon et elle doit régler la succession. Je trouve que c'est un homme très avenant, très élégant, poli, vraiment très bien d'un premier abord. Donc il m'emmène avec lui dans son bureau privé. Et très vite, l'entretien prend une tournure pour le moins gênante pour Sandra. Il me regarde, des pieds à la tête, pendant toute la durée de l'entretien, mais de manière très soutenue. Constamment sur le décolleté. Alors parfois, il baisse la tête pour regarder en dessous de la table, les jambes, et puis il revient sur le décolleté. Je vous dis, il ne vous regardait jamais dans les yeux. Jamais, jamais, jamais. Il avait envie de nous manger. Voilà, c'était ça qu'on ressentait. On était la proie et il était le chasseur. Si Sandra n'a pas cédé aux avances de Benoît, en revanche, d'autres femmes ont été plus sensibles à son charme. On a pu mettre à jour, et par la simple recherche informatique et analyse des messages envoyés avec son téléphone ou son ordinateur, des mails, etc., qu'il avait eu une multitude de liaisons extra-conjugales, enfin en tout cas des liaisons avec notamment des collègues de travail. Pour les proches du couple, déjà très affectés, la découverte de ces multiples aventures est un nouveau coup de massue. On est tombé des nues, je veux dire, tout le monde, on s'est dit, c'est pas le Benoît qu'on connaît. Parce que ce n'était pas qu'une aventure, c'était beaucoup d'aventures. Et même encore à l'heure actuelle, c'est difficile de croire que Benoît ait pu faire ça. Alors, les policiers se demandent si un mari jaloux n'aurait pas décidé de supprimer ce banquier trop entreprenant. Pendant des semaines, les suspects vont défiler dans le bureau des enquêteurs. Ils ont entendu des anciennes compagnes de Benoît Philippens. Ils ont entendu même parfois les conjoints de ces compagnes, parce que le mobile, évidemment, de la vengeance pouvait jouer. Et tous vont présenter un alibi qui sera vérifié et qui collera. Donc, en fait, ce n'est pas un mari jaloux qui a tué ce couple et cet enfant. Pas un mari jaloux donc, mais peut-être un collègue. Car au sein de son agence bancaire, le jeune directeur de 36 ans s'était mis à dos beaucoup de monde. Il paraît qu'il était assez sévère dans son domaine à la banque. Quand on le parle à faire, il sait ce qu'il doit faire. Donc lorsqu'on lui donne une ligne de conduite, il n'est pas là pour jouer aux billes. Il mettait des fois un peu la pression, je sais bien, pour arriver au résultat qu'il fallait. Si vous êtes gérant, vous avez aussi la discipline, vous vous engagez et vous licenciez. Donc on a cherché s'il n'avait pas pu, au sein du personnel de la banque, se faire des ennemis. Ces collaborateurs vont être longuement auditionnés, leurs alibis passés au crible, là encore sans résultat.
Mais ces investigations au sein de la banque vont tout de même finir par payer. En fouillant dans les dossiers, ils vont découvrir un couple qui avait sollicité un crédit et les choses s'étaient extrêmement mal passées. Les enquêteurs tiennent peut-être la clé de l'énigme, car vous allez voir qu'en refusant un prêt à 2 de leurs clients, Benoît et son épouse Carole ont en fait brisé les rêves d'une famille. Voici Anna Maria Troiano. Lorsque la jeune femme, d'origine sicilienne, rencontre Amedeo sur les bancs de l'école, elle n'imagine pas qu'il va devenir l'homme de sa vie. On est tombés amoureux et puis on s'est mariés sur la suite à nos 18 ans. Je suis tombée enceinte de ma grande et donc on a un petit peu accéléré les choses, mais ça faisait longtemps qu'on se connaissait aussi, donc on savait vers quoi on voulait aller ensemble. Au fil du temps, la famille s'agrandit. Pendant des années, le bonheur du couple est total, jusqu'en 2002. Pour Amedeo, c'est une année noire. Le père de famille, manutentionnaire dans une usine de métallurgie, enchaîne les coups durs. Son usine est délocalisée, ce qui fait qu'il perd également son emploi. Donc il a arrêté de travailler et il a perdu aussi, après peu de temps, son grand-père et tout, qui était fort attaché. Et avec tout ça, moralement, il n'a pas été bien. C'est alors que dans le couple, les rôles s'inversent. Anna Maria renonce à être une mère au foyer et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle ouvre son salon de coiffure. Amedeo, de son côté, s'occupe des enfants. C'était un papa poule. Déjà, quand le petit il était né, c'était lui beaucoup qui se préoccupait. Elle lui donnait à manger, il prenait son bain, elle allait chercher les filles à l'école. Le matin, c'était lui qui faisait tout. Les Troiano sont une famille assez unie, assez solide et où voilà, le cocon familial représente beaucoup pour eux. Anna Maria et Amedeo remontent la pente, mais tout vole en éclats lorsqu'ils vont croiser la route de Carole et Benoît Philippins. Comme le salon de coiffure marche très bien, le couple voit les choses en grand. Pour concrétiser leurs rêves, ils frappent à la porte de l'agence BNP de Visé, où travaillent Benoît Philippins et sa femme Carole. On voulait ouvrir un deuxième salon, mais pas simplement un salon, on voulait un centre de bien-être avec solarium esthétique compris. Reçus par Carole, les Troiano sollicitent un prêt de 175 000 €. De quoi signer le bail de leur nouveau local, lancer les travaux et couvrir l'achat onéreux de cabines à UV. Le projet est ambitieux, mais cela ne semble pas poser de soucis. Ils ont obtenu assez rapidement un accord de principe verbal sur l'accord d'un prêt pour financer leur projet. C'est vrai que c'était un accord verbal. Et sur la suite, comme c'était les congés, ils nous ont dit qu'on pouvait déjà commencer le projet et que le reste allait arriver. Sauf que la banque, à un moment donné, fait marche arrière. Carole, qui s'était engagée oralement auprès du couple Troiano, se retrouve dans une position délicate. Elle se tourne donc vers Benoît, son mari, et le directeur de l'agence prend la main sur ce dossier épineux. Monsieur Benoît Philippins est son supérieur. Donc forcément, à un moment donné, il essaye de faire en sorte que le contrat puisse se passer. Mais la hiérarchie considère que le couple Anna Maria et Amedeo n'ont pas les reins suffisamment solides pour emprunter une telle somme d'argent et donc vont refuser de leur accorder leur crédit. On est mal parce qu'on se dit qu'on est lancé dans un projet, que tout a démarré et que on est perdu. On dit qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Les Troiano ont déjà investi près de 50 000 € dans ce deuxième salon de coiffure. Alors, pour eux, ce refus, c'est le début de la descente aux enfers. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Philippins. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont parvenir
à trouver l'auteur de ce drame effroyable. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Philippins, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont réussir à trouver l'auteur de ce drame effroyable. Avec moi, vous entendrez les voix des proches de Carole Philippins, celles des proches du principal suspect, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Ils se sont engagés financièrement sur la deuxième affaire, mais ça va leur coûter la première affaire. C'est-à-dire que, faute de financement de la banque, ils peuvent même plus payer leurs charges et leur loyer du premier salon de coiffure qui marchait très bien. Pour éponger les dettes, le couple Troiano est même contraint de vendre leur maison et de déménager. Ils habitent chez les parents de M. Troiano avec leurs propres enfants. Donc tout le monde vit dans la même maison pour limiter justement les dépenses. C'est bien la preuve que la situation est délicate. Totalement sur la paille, Anna Maria et Amedeo assignent la banque en justice. Pendant de longs mois, ils vont se battre pour obtenir gain de cause. Et en juin 2013, le coup près tombe. Finalement, le couple sera débouté. Ils n'avaient pas d'accord écrit, c'était juste un accord verbal qui ne vaut rien. Ils ont été juste trop vite dans leurs investissements. Les policiers voient en eux des suspects magnifiques. Ils ont un vrai mobile. Anna Maria et Amedeo Troiano auraient-ils exécuté froidement leurs banquiers, Carole et Benoît Philippins, pour se venger de ne pas avoir eu leur prêt? Esteban, 9 ans, est-il une victime collatérale? L'hypothèse est séduisante. L'enquête se concentre sur Amedeo Troiano. Car en plus de ses déboires judiciaires avec la banque, les policiers vont découvrir que l'homme n'est pas un enfant de cœur. Il a déjà été condamné pour des faits de violence graves. On parle de faits de banditisme, on parle d'un carjacking, donc de braquage d'un automobiliste. Et donc il sait probablement manier une arme. Et ce n'est pas le seul élément accablant pour le père de famille. Les policiers vont s'intéresser au véhicule d'Amedeo Troiano. On se souvient que le soir des faits, par la vidéo, on avait vu une BMW. Il y a une corrélation entre cette voiture-là et la voiture utilisée par Troiano, qui est une BMW 5, ancien modèle. Tout aussi compromettant, il y a ce SMS retrouvé dans le téléphone portable de Carole Head, la banquière. Un message de menace envoyé par Amedeo Troiano qui laisse penser qu'il souhaitait se venger suite au refus du prêt. Ce texto, le voici. Madame Head, juste une simple question. Pourquoi je suis dans cette situation? Dites-le moi, car il y va de la santé de tout le monde. Je pense que vous avez très bien compris. C'est une menace à peine voilée. Hein. C'est en gros, démerde-toi pour avoir mon crédit, sinon ça va mal se finir. Oui, les éléments s'accumulent contre Troiano. Il conduit une BMW série 5 sombre. Il y a le SMS de menace. Il a un mobile, le crédit refusé. Donc tout ça ne joue pas en sa faveur. Le 13 mai 2011, soit 3 semaines après la tuerie survenue à Visé, les policiers se présentent au domicile des parents d'Amedeo Troiano. Cette visite au petit matin, Anna Maria s'en souvient comme si c'était hier. Ils ont toqué à la porte et ils sont rentrés peut-être une dizaine dans la maison, on n'avait pas bougé. Moi, j'étais encore à mon lit et les enfants ils étaient levés le matin pour aller à l'école. Franchement, vous demandez qu'est-ce qui vous arrive parce que on est une famille ordinaire. Sous les yeux de la famille Troiano, la maison est fouillée de fond en comble. L'ordinateur d'Amedeo est saisi. À l'intérieur,
les enquêteurs découvrent une recherche sur Internet qui va conforter leurs soupçons. Ils vont découvrir que Troiano a, au mois de mars, donc avant les faits du 18 avril, fait une recherche autour de la banque qui est du nom de Benoît pour trouver le domicile de Benoît. Ça, c'est quand même particulièrement interpellant, puisqu'on est à peu près 5 à 6 semaines avant les faits. C'est la preuve qu'on veut savoir où ils habitent et que, éventuellement, si on veut les retrouver pour les tuer, on connaît désormais leur adresse. Pour les policiers, difficile de croire qu'il puisse s'agir d'une coïncidence. À présent, Amedeo Troiano va devoir s'expliquer et trouver de bons arguments pour prouver qu'il n'est pas l'assassin de Benoît, Carole et Esteban. Au commissariat de Visé, les enquêteurs sont certains de tenir le tueur qu'ils recherchent depuis près d'un mois. Seulement contre toute attente, Amedeo Troiano va démonter point par point les accusations dont il fait l'objet. À commencer par l'image de délinquant qui lui colle à la peau. Il dit qu'il a été à l'époque condamné pour des faits en rapport avec des armes, mais qu'en tout cas depuis un certain temps il n'a plus d'armes et qu'il n'en a pas à son domicile. Et d'ailleurs on n'en a pas trouvé lorsqu'on est allé en perquisition chez lui. Il a été condamné une fois quand il était jeune et il a fait 6 mois. Il a compris ses erreurs aussi et le mal que ça avait pu faire. Là on est quand même, je crois, 13 ou 14 ans plus tard. L'homme incontestablement n'est plus le même. Bien entendu, son casier est interpellant, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure. On parle d'un assassinat. Pour la famille d'Amedeo Troiano, l'homme qu'ils connaissent n'aurait jamais pu assassiner 3 personnes, et surtout pas un enfant de 9 ans. Je suis convaincue que mon mari n'a pas fait les actes qu'on l'accuse. On veut le faire passer pour un monstre et il ne l'est pas. Non, pas du tout. Et il est père de famille, il adore ses enfants plus que tout au monde et il ne serait jamais déjà faire du mal à un enfant. Je suis sûre et certaine que mon fils n'a jamais fait ça. Je suis sûre. Et l'accusation ne va pas tarder à complètement s'effondrer. Car Amedeo Troiano dispose d'un solide alibi. Le 18 avril 2014, à l'heure de la fusillade, il n'était pas en Belgique. Donc l'après-midi du drame, les Troiano ils visitent notamment une maison qu'ils veulent louer parce qu'ils veulent déménager. Troiano propose de payer 6 mois de loyer en avance pour montrer qu'il n'a pas de problème financier, mais avec le compte de la société. S'ensuit une dispute entre Amedeo et son épouse, et le ton monte. On se prend un peu la tête comme couple dans toute maison. Je crois que c'est normal de se prendre la tête avec son mari. Et donc, voilà, il s'en va de la maison. Pour changer les idées, il a voulu rendre visite à sa famille en Allemagne. Et il explique qu'il est parti un peu comme ça sur un coup de tête en Allemagne. Sans prévenir quiconque. Il dit être arrivé dans la ville de Stuttgart vers 22h. C'est formidable, ça c'est la Libye rêvée, puisqu'on sait que le triple meurtre a été commis entre 22h15 et 22h30. Donc s'il était à 22h à Stuttgart, effectivement, là, ça le sort définitivement de tous les ennuis. Et l'avocat de la défense, maître Zeven, va enfoncer le clou. Pour lui, il y a un témoin dans ce dossier qui innocenterait totalement son client. Souvenez-vous, la voisine de Benoît et Carole Philippins dit avoir aperçu le tireur de ses fenêtres le soir du drame. Il y a un élément qui est embêtant, c'est cette voisine qui décrit le tueur, qui dit que c'est un petit bonhomme. Or, Amedeo mesure 1m92 pour 130 kilos. Donc c'est pas une petite personne. C'est pas quelqu'un qu'on oublie, c'est quelqu'un de costaud. Avec sa carrure de rugbyman, Amedeo ne passe pas inaperçu. Alors comment expliquer le témoignage de la voisine? Et encore plus étrange,
Comment expliquer les derniers mots de Carole avant de mourir? Au moment où le policier va recueillir les derniers mots de Carole, elle dit qu'elle ne connaît pas le tueur. La phrase est importante. Ça sous-entend, semble-t-il en tout cas, qu'elle a effectivement vu la personne, mais qu'elle ne le connaît pas, donc elle n'a pas pu l'identifier. Or, s'il s'agit d'Amédéo, elle le connaît forcément parce qu'elle a été en contact professionnel avec lui. Je trouve que c'est une preuve en plus qu'elle ne l'a pas reconnu. C'est encore un élément du dossier qui reste une preuve que mon mari n'a pas fait ça. Un physique qui ne correspond pas au témoignage. Une image de bon père de famille. Un alibi le soir du meurtre. Amedeo Troiano est loin du suspect idéal. Il est donc remis en liberté à la suite de son audition. Alors les enquêteurs font-ils fausse route? Ou sont-ils face à un grand manipulateur? Persuadés qu'Amedeo Troiano ne dit pas toute la vérité, les policiers décident de se rendre à Stuttgart en Allemagne, sur commission rogatoire pour vérifier son alibi. Ils interrogent Mario Troiano, le cousin d'Amedeo. L'homme est restaurateur et il va, sans le savoir, faire basculer l'enquête. On va découvrir qu'il n'est pas du tout arrivé le vendredi vers 22h30, mais qu'il est plutôt arrivé le samedi vers 11h30 ou midi. En effet, Mario Troiano, le cousin, se souvient avec précision de l'heure d'arrivée d'Amedeo. Et pour cause, il était tellement débordé ce jour-là qu'il n'était pas ravi de le voir débarquer au beau milieu du service du déjeuner. Monsieur Troiano arrive très gentiment, la bouche en cœur. Il arrive dans ce qui est quasiment un coup de feu au niveau du restaurant et il arrive comme quelqu'un qui n'est pas très frais puisqu'il a dû rouler une bonne partie de la nuit pour arriver là-bas. Et là, ça change tout. Parce que là, il a eu parfaitement le temps de commettre ses crimes, puis ensuite de prendre la route. L'alibi d'Amedeo s'effondre complètement. Amedeo Troiano est donc en fâcheuse posture. S'il ne veut pas finir derrière les barreaux, il va devoir fournir une explication plus convaincante. 5 mois après le triple meurtre, il est donc placé en garde à vue. Et sans surprise, il va faire volte-face. Confronté à cette réalité-là, il est complètement parti sur un autre alibi. Souvenez-vous, Amedeo avait déclaré que le jour du drame, il avait quitté le domicile conjugal suite à une dispute. Mais contrairement à sa première déposition, ce n'était pas pour aller en Allemagne. Amedeo explique aux enquêteurs qu'en réalité, ce soir-là, après s'être disputé avec Anna Maria, il a pris la route, donc comme il l'avait déjà dit la première fois, sauf qu'en cours de route, il s'est arrêté, il a envisagé de mettre fin à ses jours, et d'ailleurs, il a plus qu'envisagé de mettre fin à ses jours, il a absorbé un certain nombre de médicaments. Et ça devient l'hypothèse. Je suis allé dans un chemin de campagne tout seul dans ma voiture, j'ai avalé des médicaments, j'ai essayé de me suicider, je me suis réveillé à 5h du matin. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le miraculé aurait finalement décidé au petit matin de rejoindre Stuttgart. Il n'a plus envie de mourir et donc il décide de rejoindre ses cousins. Et ensuite, il arrive vers midi à Stuttgart. En réalité, dans les deux alibis, il n'est pas sur la commune de Vissé au moment du crime. Un nouvel alibi bien pratique, mais qui laisse les policiers perplexes. Car ils ont mis la main sur un indice pour le moins compromettant. En 5 mois d'enquête, tous les objets saisis lors de la perquisition au domicile des Troiano ont été expertisés. Notamment l'ordinateur du père de famille. Et ce qu'il contient va trahir le suspect. Il est géolocalisé en temps réel devant le domicile du couple avec son ordinateur. Amedeo est donc venu quelques jours avant le drame, au domicile de son banquier,
et c'est avec son ordinateur via Google Maps qu'il aurait repéré le meilleur itinéraire pour fuir en Allemagne. En face de la maison philippienne, il y a le hall Omnisport et le hall Omnisport bénéficie d'un Wi-Fi qui est libre et cet ordinateur-là a utilisé cette borne Wi-Fi. Et il va rechercher quoi comme itinéraire? Quel est l'endroit le plus sûr de pouvoir repartir rapidement pour rejoindre l'autoroute et partir vers l'Allemagne. Et ça ressemble donc à tous les signes, 1 de la culpabilité et 2 de la préméditation. Seulement, il reste à confirmer que le suspect était également sur place la nuit de la fusillade. Et pour cela, les enquêteurs organisent une reconstitution avec lui, mais aussi avec son véhicule personnel. L'idée étant de faire à Troiano la même chose que ce que la voiture qu'on voit sur les images des caméras de surveillance a fait. Ce qui va permettre aux policiers, aux services d'enquête spécialisés, de faire les points de comparaison entre son véhicule tel qu'il est passé le jour de la reconstitution et le véhicule qui était enregistré. Et là, la ressemblance est saisissante. C'est les mêmes voitures. On a l'impression qu'on peut les superposer. Tout semble indiquer qu'Amedeo Troiano est l'auteur de ce triple meurtre. D'autant que l'homme a commis une ultime erreur, une erreur qui va l'envoyer tout droit devant les assises. En effet, les vêtements qu'il a remis à la police lors de la perquisition à son domicile, quelques mois plus tôt, présentent des résidus de poudre. On va retrouver des traces de poudre à la fois sur la veste et également sur le béret que portait Amedeo ce soir-là. Ces traces de poudre montrent que la personne qui portait ces vêtements, donc la veste et le béret, a utilisé une arme à feu. Donc ça, c'est une évidence. Le 10 septembre 2014, Amedeo Troiano est mis en examen pour triple homicide avec préméditation. En apprenant la nouvelle, les proches de Carole, Benoît et Esteban sont abasourdis. On ne pense pas ça qu'un père de famille pourrait aller tuer comme ça pour moi, pour des broutilles, voilà. Faut être fou pour faire quelque chose comme ça. Enfin, le plus dur, c'est qu'il nie, malgré tout ce qu'il y a contre lui. C'est bizarre, il y a trop de mensonges dans son témoignage, donc s'il ment comme ça, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Tout l'accable. Pour moi, vraiment. Alors, coupable ou innocent? Le 6 février 2017, le procès d'Amedeo Troiano s'ouvre devant les assises de Liège. Pour l'assassinat de Benoît, Carole et Esteban, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Discrets depuis le début de l'affaire, les parents du petit Esteban sont cette fois au premier rang. Avec les familles de Carole et de Benoît, ils ont décidé d'affronter cette épreuve, main dans la main. On était tous là pour montrer qu'on était là et face à lui et qu'on allait gagner tous ensemble, quoi, contre lui, ça c'est clair. Et ça, c'était un poids de force énorme pour faire face à ce tueur fou qui était devant eux. Sur ces images filmées par une équipe de télévision locale, on voit l'accusé entrer dans la salle d'audience. Son visage a été masqué à la demande du président de la Cour afin de respecter la présomption d'innocence. Il va plaider non coupable et donc c'est un peu tout ou rien. Soit il est acquitté, soit il est lourdement condamné parce que n'oublions pas qu'il y a un enfant de 9 ans qui a trouvé la mort dans cette affaire. Dès les premières heures du procès, le comportement d'Amedeo Troiano révolte les proches des victimes. Pitoyable, comme si de rien n'était. Monsieur, je ne parle pas. Monsieur, j'ignore tout.
fait pitoyable. C'est vraiment affreux de le voir assis sur le banc, qui n'a rien fait, et qu'on l'accuse, qu'on le montre du doigt, comme ça, qu'on le salit. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Il est resté plus ou moins silencieux pendant le procès, si ce n'est pour répéter qu'il était innocent. Et si Amedeo ne fait pas bonne figure, les avocats de la défense vont tout de même parvenir à instiller le doute dans la tête des jurés. L'accusé a un physique qui ne correspond pas au témoignage. C'est un bon père de famille, et surtout Carole Head, la victime, ne l'a pas reconnu. Si c'était lui, je pense qu'elle l'aurait reconnu, tout simplement. Donc je reste encore aujourd'hui persuadé que ce n'est pas lui l'auteur des tirs. Et par certaines questions que les jurés posaient à certains moments du procès, on a pu comprendre que ceux-ci doutaient aussi. Mais cela ne va pas durer. Il y a un moment pendant ce procès où les choses vont basculer et pas à son avantage. Au 6e jour du procès, la salle découvre avec stupéfaction la botte secrète de la partie civile. Une vidéo découverte dans le portable d'Amedeo et qui prouve que l'accusé ment depuis le début. A priori, d'ailleurs, cette vidéo s'est déclenchée involontairement. On a l'impression que Amedeo a voulu allumer la lampe torche de son téléphone. Il s'est filmé à son insu et on le voit glisser une arme sous son oreiller. Alors, Troiano a toujours dit « j'ai jamais eu d'arme, j'ai jamais tiré, j'ai jamais eu de munitions ». Incroyable. Sur ces images tournées 1 an avant le triple meurtre, on voit clairement que le père de famille possédait bien une arme à feu. Mêlé à des affaires de banditisme dans sa jeunesse, il semble qu'il avait gardé la vieille habitude d'avoir toujours à portée de main un pistolet, et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un pistolet automatique 9 mm. Cette arme qu'on voit sur l'image est de même marque et de même modèle que celle qui a servi à tuer les victimes. Et là, tout le monde se dit, tu dis que tu n'as pas d'arme, mais là, on voit clairement que c'est toi et que tu la glisses sous ton oreiller. Donc, les gens se rendent vraiment compte qu'il est vraiment tout à fait dans le mensonge et que ça confirme vraiment ce que tout le monde pensait à ce moment-là. De le voir là dire qu'il est innocent, alors malgré toutes les preuves qu'on a contre lui, je me dis c'est pas possible, à un moment donné, il va craquer. Et justement, au 8e jour du procès, l'accusé rompt enfin le silence devant une assemblée médusée. Toute la salle est suspendue à ce que le tueur présumé va dire. Va-t-il reconnaître les faits ? Pour les parents du petit Esteban, c'est maintenant leur dernier espoir de connaître la vérité. J'ai moi-même des enfants, et je comprends tout à fait votre deuil. Jamais je n'aurais touché un cheveu de votre enfant. Pourquoi ne parlez-vous pas alors ? J'ai du mal à parler. J'ai 3 enfants. Jamais de la vie je ne ferai du mal à un enfant. Je suis innocent. On partage les mêmes problèmes, notre souffrance est la même. Non, vos enfants sont encore en vie. Pour les proches des victimes, les mots d'Amedeo Troiano ont un goût amer. Après 14 jours de procès, les jurés sont finalement convaincus de sa culpabilité. Amedeo Troiano est condamné à la perpétuité pour l'assassinat de Benoît et pour les meurtres de Carole et Esteban. La préméditation n'ayant pas été retenue pour ces 2 dernières victimes. On est soulagés qu'enfin il y ait une justice pour notre petit garçon. On va pouvoir au moins continuer notre deuil, je veux dire. Voilà, oui. Parce que nous, on est punis à perpète, là. De toute façon, jamais ils ne reviendront, de toute manière. En Belgique, il n'est pas possible de faire appel. Amedeo Troiano a déposé un recours auprès de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ces demandes ont été rejetées. C'est une erreur judiciaire, je ne vais pas en rester là, je vais essayer de me battre pour mes enfants et mon mari. À Visé et dans toute la Belgique, personne n'a oublié le drame qui a fait voler en éclats la vie de 3 innocents.
Malgré le temps qui passe, le sentiment d'incompréhension et d'injustice continue de hanter leurs proches. Ils avaient toute la vie devant eux, ils avaient tout pour être heureux et que c'est un drame que je souhaite à personne et elle me manquera toujours vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à l'affaire Philippens. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. À bientôt. Le vent soufflait sur la Meuse avec une insistance presque ironique ce matin-là. Les vagues grises se brisaient doucement contre les piliers du pont de Huy, tandis que la ville, engourdie dans une lumière d'hiver, semblait retenir son souffle. Au poste de police, l'inspecteur principal Delbrou venait d'allumer sa 3e cigarette avant 9 heures. Il n'aimait pas les affaires sans fin, celles où les morts continuaient à parler à travers les silences des vivants. Et l'affaire Philippens en faisait partie. 3 mois plus tôt, un corps avait été retrouvé dans une forêt des Ardennes, près de Spa. Celui d'un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, les mains liées par une corde de chanvre. Aucun papier d'identité, aucune empreinte digitale exploitable. L'humidité avait effacé les traces. Il a fallu plus d'1 semaine pour l'identifier comme étant Jean-Marc Philippens, directeur d'une petite banque privée de Liège, connu pour sa discrétion, ses costumes italiens et ses refus polis mais fermes lorsqu'on lui proposait des affaires douteuses. Delbrou se souvenait encore du ton sec du procureur lors de la première réunion. Pas un mot à la presse. Cet homme avait des relations puissantes. On ne veut pas d'un scandale. Ce genre de phrase, il l'avait entendu trop souvent. Mais dans le bureau de Philippens, tout respirait le malaise. Les tiroirs avaient été fouillés, les dossiers manquaient. Et surtout, la caméra de surveillance du couloir, qui devait filmer les entrées et sorties du bureau, avait été mystérieusement désactivée ce jour-là, à 17h42 précise. Les collègues du banquier avaient parlé d'un homme nerveux, distant ces dernières semaines. Certains murmuraient qu'il avait reçu des menaces après avoir refusé de financer un projet immobilier à la moralité douteuse. D'autres disaient qu'il avait une liaison avec la femme d'un de ses clients. Les rumeurs allaient bon train, mais aucune ne tenait face à la froideur méthodique de Delbrou. Il préférait les faits. Le fait, c'est que Jean-Marc Philippens avait disparu un jeudi soir, après un dîner au restaurant Le Colvert avec 2 associés. L'un d'eux, un entrepreneur nommé Benoît Verhaegen, avait déclaré l'avoir vu partir seul, à pied, vers 22 heures. Pourtant, les caméras de la rue ne montraient jamais Philippens quittant le restaurant. À la place, une voiture sombre, non identifiée, stationnait 2 minutes avant la fermeture, juste en face. À 22h07, elle redémarrait. Depuis, Delbrou traçait un puzzle sans image complète. Et ce matin-là, une nouvelle pièce venait de tomber entre ses mains, un rapport balistique. Les experts avaient retrouvé sur les vêtements du banquier des résidus de poudre correspondant à une arme de petit calibre, probablement utilisée à bout portant. Pourtant, le corps ne portait aucune trace de balle. Une incohérence qui, pour Delbrou, sentait la mise en scène. Il attrapa le dossier et descendit au sous-sol du commissariat. Là, dans la lumière jaunâtre des néons, l'attendait la capitaine Claire Mertens, une femme d'une rigueur glaciale, spécialiste des crimes financiers. Elle tenait un téléphone entre ses doigts. « J'ai reçu un appel anonyme ce matin », dit-elle sans lever les yeux. Une voix d'homme. Il disait « Le banquier n'aurait pas dû dire non ». Delbrou fronça les sourcils. Il a précisé à quoi il disait non ? Non, mais il a raccroché juste après avoir prononcé ces mots. Et la ligne provenait d'une cabine de Namur, rue Saint-Aubin. Une cabine publique, ce genre d'endroit que plus personne n'utilisait, sauf les fantômes du crime organisé. Claire continua. J'ai fouillé les derniers virements de Philippens. 3 jours avant sa disparition, il a transféré 45 000 € sur un compte au Luxembourg. Le nom du bénéficiaire, inexistant. Compte fantôme. Une tentative d'achat de silence ou un paiement pour une protection qui n'est jamais venue, répondit-elle. Dans le silence du bureau, on entendait le grésillement d'un néon et plus loin, le bruit d'une photocopieuse qui toussait. Delbrou savait que l'enquête prenait une tournure politique. Ce genre de virement ne s'expliquait pas sans autorisation. Philippens avait dû être acculé. Le lendemain, il se rendit à Tilf, dans la maison de campagne de la famille Philippens. La veuve, Élise, l'attendait dans le salon, vêtue de noir, les yeux gonflés par des nuits sans sommeil. « Vous savez, monsieur l'inspecteur, dit-elle d'une voix rauque, Jean-Marc avait peur.
Il ne me le disait pas, mais je le voyais. Il sortait de plus en plus tard, recevait des appels qu'il prenait dehors, dans le jardin. Et la veille de sa disparition, il m'a simplement dit « S'ils reviennent, je leur dirai encore non. » Ah tiens, Rodla, ça si ça... Delbrou sentit le froid lui grimper le long de la nuque. Vous savez de qui il parlait? D'un certain Reno Van Caster, je crois, un promoteur. Ils ont travaillé ensemble sur un projet de casino à Dinan, mais Jean-Marc avait refusé de signer. Il disait que c'était trop risqué, trop sale. Le nom de Van Caster résonna comme une sonnette d'alarme. Cet homme, Delbrou le connaissait, soupçonné de blanchiment d'argent, d'intimidation, de lien avec un réseau de paris clandestins. Toujours blanchi, jamais condamné. Sur le chemin du retour, Delbrou s'arrêta sur le pont de Tilf, regardant la Meuse couler lentement sous lui. Les refus coûtent cher dans ce pays, pensa-t-il. Et parfois, un simple non suffisait à signer sa propre condamnation. 2 jours plus tard, un appel de Bruxelles réveilla l'affaire. Un informateur sous protection avait accepté de parler. Il prétendait avoir vu Philippens vivant, le soir même de sa disparition, dans un entrepôt abandonné à Fleumal, accompagné de 2 hommes, Van Caster et un certain Marc l'Espagnol, un ancien garde du corps reconverti dans les affaires de sécurité privée. La piste mena directement à un hangar rouillé au bord d'une voie ferrée. L'endroit puait la poussière et la peur. Les inspecteurs trouvèrent des traces de sang séché, des cordes et un fragment de montre cassée, une montre suisse identique à celle que portait Philippens. Dans un coin, sous un amas de planches, un téléphone portable sans carte SIM. À l'intérieur, un seul message enregistré. « Je ne signerai jamais ». Delbrou sentit sa gorge se serrer. Le ton était ferme, presque désespéré. C'était bien la voix du banquier. Il avait refusé jusqu'au bout. Et maintenant, il fallait prouver que ce refus avait signé son arrêt de mort. En sortant du hangar, le ciel s'assombrissait déjà. Mertens se tenait dehors, cigarette entre les doigts, les yeux perdus dans le lointain. « Tu crois qu'on va les coincer cette fois ?» demanda-t-elle. Delbrou la regarda longuement avant de répondre. « Seulement si on trouve celui qui a passé l'appel, celui qui a dit qu'il n'aurait pas dû dire non. » Car quelque part, dans l'ombre, quelqu'un savait tout, et ce quelqu'un venait de réveiller une affaire que beaucoup auraient préféré oublier. La pluie tomba sur Liège comme une gifle froide et persistante. Les rues luisaient sous les lampadaires, et la ville semblait engloutie par sa propre mélancolie. Dans un café du quai Saint-Léonard, l'inspecteur Delbrou attendait un homme qui n'avait pas de nom, seulement un surnom, le tisseur. Ancien comptable d'un réseau de blanchiment, il avait accepté de parler en échange d'une promesse de protection. C'était toujours la même chanson. Tout le monde voulait sauver sa peau, personne ne voulait aller au bout de sa peur. Le tisseur arriva avec une demi-heure de retard. Un visage pâle, des lunettes épaisses, les doigts qui tremblaient en tenant sa tasse. Delbrou alluma une cigarette et attendit que l'homme parle. Il finit par murmurer. Philippens a refusé de prêter à Van Caster, oui, mais ce n'est pas tout. Il détenait des documents compromettants sur plusieurs élus de la région. Des transferts, des comptes offshore, des prêts à taux falsifiés. Des noms qui ne devaient jamais sortir. Delbrou le fixa, impassible. Et il comptait faire quoi avec ça? Rien, il voulait simplement se protéger. Mais quelqu'un l'a su, et c'est là que tout a dérapé. La main du tisseur tremblait si fort que le café débordait sur la soucoupe. Il jeta un regard autour de lui avant d'ajouter « 3 jours avant sa disparition, il a rencontré Van Caster dans un parking souterrain près de la gare des Guillemins. Ils ont parlé 20 minutes. Il lui a dit non. Et Van Caster a juré qu'il le ferait payer. » Delbrou sentit le goût métallique de la vérité dans l'air. « Qui t'a raconté ça ?»« Un chauffeur. Celui qui conduisait la voiture noire. Il travaille encore pour eux. » Le nom du chauffeur, il le donna à voix basse. Luc Desroux, ancien militaire, discret, presque invisible. Delbrou nota tout, puis se leva. Avant de partir, il glissa une enveloppe au tisseur. À l'intérieur, une adresse et un billet de train pour Namur. Il savait qu'il ne reverrait jamais cet homme. Le soir même, Claire Mertens obtint un mandat pour fouiller l'entreprise de Van Caster, une société de construction appelée Vanco Immo, façade légale d'un empire financier trouble. Le siège, une tour moderne au centre de Liège, respirait la réussite arrogante. Les bureaux sentaient le cuir, la vanille et la peur contenue des employés. Le directeur n'était pas là. En revanche, Mertens découvrit dans un tiroir fermé à clé un carnet noir contenant des initiales et des montants. Parmi elles, GMP, 4500 000. Le virement de Philippens, murmura-t-elle. Et sous la dernière ligne, griffonnée à la hâte, terminé, silence payé. Mais ce silence justement venait de se fissurer. 2 jours plus tard,
le chauffeur Luc Derouet fut localisé dans un petit appartement de Seraing. Quand Delbrou et son équipe forcèrent la porte, l'homme était affalé sur son canapé, la télévision allumée, une bouteille vide sur la table. Il leva à peine les yeux. « Je savais que vous viendriez », dit-il calmement. Il ne résista pas. Dans la salle d'interrogatoire, son ton resta étonnamment tranquille. « Oui, j'ai conduit la voiture ce soir-là », reconnut-il. Philippens était à l'arrière, menotté. On l'a emmené à l'entrepôt de Flémal. Van Caster voulait juste lui faire peur, mais ça a dégénéré. Delbrou fronça les sourcils. Dégénéré comment? Il a continué à dire non, même après les coups, même après les menaces. Il a dit qu'il ne signerait jamais leurs papiers. Et là, Marc l'Espagnol a sorti son arme. Silence. On entendait la pluie marteler les vitres du commissariat. « Il a tiré ?» demanda Mertens. « Non. Il a voulu le faire parler, mais le coup est parti tout seul. La balle s'est logée dans la poutre. Philippens s'est effondré, mais il respirait encore. Alors Van Caster a dit qu'il fallait finir le travail. Les mots tombaient, lourds, méthodiques, comme un verdict. Ils l'ont étranglé avec une corde, continua Derouet. Puis ils ont chargé le corps dans la voiture et l'ont jeté dans la forêt. Delbrou serra le poing. Pourquoi ne pas être venu avant? Parce qu'on ne dit pas non à Van Caster, répondit Derouet, le regard vide. Et maintenant, je sais qu'il ne me laissera pas vivre longtemps. 1 heure plus tard, il signait sa déposition. 2 jours après, on le retrouva pendu dans sa cellule. Suicide, disait le rapport. Mais Delbrou savait mieux que ça. La pression monta d'un cran. Le procureur reçut des appels d'en haut, exigeant de ralentir l'enquête. Les journaux commencèrent à flairer l'affaire. Et dans les couloirs du commissariat, les rumeurs s'épaissirent comme un brouillard. Certains disaient que Delbrou allait être muté, d'autres qu'il avait reçu des menaces. Mais il s'en fichait. Il avait vu trop de cadavres pour croire encore aux coïncidences. Il savait que pour faire tomber Van Caster, il fallait des preuves solides. Pas des aveux d'un chauffeur mort, pas des carnets griffonnés, quelque chose d'irréfutable. C'est alors que Claire reçut un message anonyme sur son téléphone. « Regardez dans la cave de Vancoimo. Ce qu'il a refusé de signer s'y trouve encore. » Ils lancèrent la perquisition de nuit, sous couvert d'une vérification administrative. Les lieux étaient un désert, sauf pour un gardien endormi. Dans la cave, derrière une cloison de béton fraîchement repeinte, ils trouvèrent une cache. À l'intérieur, 3 classeurs reliés de cuir brun, marqués confidentiels. Des copies de contrats truqués, des photos d'élus dans des réunions privées, des documents de transferts illégaux, et surtout, une lettre manuscrite, datée du soir de la disparition. À celui qui trouvera ceci, je n'ai pas peur de dire non, mais je sais que mon refus me coûtera tout. Si je disparais, regardez du côté de Dinan. Le casino n'est qu'une façade. Signé Jean-Marc Philippens. Delbrou sentit la colère monter. Ce n'était plus un simple meurtre, c'était une exécution pour protéger un réseau. Et tout pointait vers un système bien plus vaste que Van Caster. Le lendemain, une descente fut menée à Dinan, dans les locaux du prétendu projet de casino. Ce qu'ils trouvèrent dépassait l'entendement. Un sous-sol aménagé en salle de comptabilité clandestine, des serveurs encryptés, des dossiers au nom de sociétés écrans. Et parmi eux, un fichier intitulé « Non signé ». À l'intérieur, la dernière trace de vie de Philippens, une vidéo filmée sur un vieux téléphone. Il était assis, le visage tuméfié mais la voix ferme. « Je préfère mourir plutôt que trahir ce que je suis. Dites-leur que je n'ai pas dit oui. » La salle resta muette. Mertens détourna le regard. Delbrou, lui, serra les dents. Ce non avait été sa condamnation, mais il en avait fait une arme posthume. Le soir, le commissariat bruissait d'activité. Les ordinateurs tournaient sans relâche. Le procureur, furieux, voulait temporiser. Trop de noms, trop de risques. Mais Delbrou savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le système n'allait pas s'effondrer de lui-même. Dans la nuit, il reçut un message inconnu. « Tu crois pouvoir toucher Van Caster? Tu ne sais pas à qui il obéit. » Puis un bruit dans la ruelle. Une voiture noire, stationnée, moteur allumé. Delbrou éteignit la lumière de son bureau et resta immobile. Il savait que la partie venait de changer d'échelle. Le matin suivant, la ville de Liège semblait étrangement silencieuse, comme si elle observait, méfiante, les remous souterrains de l'enquête. L'air sentait la pluie et le métal. Dans son bureau, Delbrou contemplait la photo de Jean-Marc Philippens. Le visage calme, presque serein, contrastait avec la brutalité de sa mort. « Tu savais trop de choses, hein ?» murmura l'inspecteur à voix basse, comme s'il parlait à un vieil ami. Claire entra sans frapper. Elle tenait un dossier et un regard qui en disait long. « J'ai reçu les résultats d'analyse du serveur de Dinan, dit-elle. Tu avais raison, ce n'était pas un casino, mais une plateforme de transferts illicites. Les fonds venaient de plusieurs comptes à l'étranger,
notamment du Panama, du Qatar et de Chypre. Tout passait par des sociétés écrans liées à Vancaster. Et les bénéficiaires? Des politiciens, des juges, des chefs d'entreprise. La moitié des noms sont classés secret défense. Delbrou écrasa sa cigarette. Donc, si on continue, on marche sur un terrain miné. Oui, et quelqu'un vient de le remarquer. Elle lui tendit une photo, une capture d'écran issue d'une caméra de surveillance. On y voyait un homme cagoulé en train d'accrocher un petit paquet à la porte du commissariat. Dedans, un message tapé à la machine. « Laissez tomber, ce dossier n'est pas pour vous. » Ou quelqu'un d'autre dira non à votre place. Delbrou sentit un mélange de rage et de lassitude. Ils croient qu'ils peuvent m'effrayer avec du papier? Mais au fond, il savait que ce n'était pas une menace creuse. Depuis l'affaire Declercq, 10 ans plus tôt, il avait appris que le pouvoir corrompu ne frappe jamais 2 fois au hasard. Il ferma le dossier et prit sa veste. « On va voir Vancaster », déclara-t-il. Le promoteur fut convoqué au commissariat à 16 heures. Il arriva avec un costume 3 pièces impeccable et un avocat qui semblait plus nerveux que lui. Il s'assit, croisa les jambes, sourit avec un calme étudié. « Inspecteur Delbrou, c'est toujours un plaisir de collaborer avec la justice, » dit-il d'une voix douce. « Mais je dois vous prévenir, mes affaires sont parfaitement légales. » Delbrou le fixa longuement. « Parfaitement légales, oui. Comme les 45 000 € que Philippens t'a versés avant de disparaître, une transaction commerciale, une avance pour un projet suspendu, c'est tout. Et la lettre qu'il a laissée? Je ne signerai jamais. Si je disparais, regardez du côté de Dinan. Tu veux qu'on regarde ensemble? » Un éclair de colère traversa les yeux du promoteur, aussitôt remplacé par un sourire glacé. « Vous avez trouvé une lettre? Alors montrez-la. » Delbrou resta muet. Il ne voulait pas dévoiler ses cartes trop vite. L'avocat prit la parole. « Monsieur Vancaster ne répondra plus sans convocation officielle. Vous n'avez rien contre lui, aucune preuve directe. » Et ils partirent, laissant derrière eux une odeur de parfum cher et de défi. Claire entra quelques minutes plus tard, un dossier à la main. « On a un témoin, » dit-elle. Un ancien ouvrier de Vanco Immo. Il affirme avoir participé à la construction du mur dans l'entrepôt où on a trouvé les traces de sang. Il jure qu'il a reçu l'ordre de sceller quelque chose d'important le lendemain de la disparition de Philippens. Quelque chose? Il dit qu'il n'a jamais su quoi. Mais il se souvient d'avoir vu un camion garé toute la nuit. Et le chauffeur, c'était Luc Derouet. Delbrou resta figé. Impossible. À cette heure-là, Derouet prétendait déjà être rentré chez lui. Il a menti, répondit Claire. Et s'il a menti là-dessus, c'est qu'il n'était pas seulement chauffeur. Le puzzle prenait une tournure étrange. Peut-être que Derouet, avant de se suicider, avait voulu effacer des preuves. Ou peut-être qu'on l'avait forcé à rejouer un rôle dans une histoire qu'il croyait terminée. Delbrou demanda un mandat pour rouvrir le mur du hangar de Flémal. L'équipe de la scientifique arriva à l'aube, perceuse et marteau à la main. Le bruit résonnait dans le bâtiment vide comme une respiration contenue. Et puis, sous la couche de béton, ils tombèrent sur un coffre métallique. À l'intérieur, pas de corps, mais un disque dur scellé dans un plastique étanche. Sur l'étiquette, sécurité interne, GMP. Les techniciens mirent des heures à décrypter le contenu. Quand enfin les fichiers apparurent à l'écran, un silence glacé tomba dans la salle. Des vidéos, des enregistrements audio, des extraits de réunions clandestines. Et, au milieu, une conversation enregistrée 3 jours avant la mort de Philippens. « Philippens, je ne veux pas de votre argent. » Voix masculine. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de loyauté. » Philippens. « Ma loyauté va à ma conscience. » Voix. « Alors vous savez ce qui vous attend. » Delbrou reconnut la voix. C'était celle de Vancaster. Le dossier prenait enfin une tournure irréversible. Avec cette preuve, il pouvait l'arrêter, mais encore fallait-il tenir le coup jusqu'à l'audience. Et la nuit suivante prouva que les ennemis du banquier étaient toujours à l'œuvre. Vers 2 heures du matin, un incendie éclata dans les locaux de la police scientifique. L'étage des archives fut entièrement détruit. Par miracle, le disque dur avait été copié quelques heures avant, mais le message était clair. Quelqu'un voulait effacer jusqu'à la mémoire de Jean-Marc Philippens. Au petit matin, Claire, épuisée, regardait les flammes s'éteindre. « Ils ont peur, dit-elle. »« Ou ils se vengent, répondit Delbrou. Dans les 2 cas, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. » Quelques heures plus tard, un juge d'instruction autorisa l'arrestation provisoire de Vancaster. Il fut interpellé dans sa villa de Beaufait, sans résistance, un sourire ironique au coin des lèvres. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me faire tomber avec une bande audio ?» demanda-t-il à Delbrou en montant dans la voiture de police. « Non, » répondit l'inspecteur calmement. « Mais je pense que vous avez sous-estimé un homme qui disait non.
L'interrogatoire dura 7 heures. Van Caster nia tout, parla d'un complot politique, accusa la presse, la police, même la veuve de Philippens. Mais les preuves s'accumulaient. Virements, appels, témoins indirects. À 21h, il fut placé en détention provisoire. Et pourtant, Delbrou ne ressentit aucune victoire. Quelque chose clochait encore. Trop de détails manquaient, trop de zones d'ombre. C'est alors qu'un courrier arriva au commissariat, adressé directement à lui, sans timbre, sans adresse de retour. À l'intérieur, une clé USB et une seule phrase. « Regardez avant qu'il ne soit trop tard ». Le fichier contenait une courte vidéo de surveillance, prise depuis un angle inconnu. On y voyait Philippens, vivant, assis dans l'entrepôt, entouré de 2 hommes. L'un était Van Caster. L'autre, invisible jusqu'alors, gardait le visage dans l'ombre. Il donna un ordre sec, d'une voix grave, autoritaire. « Assez, il ne parlera pas. Faites ce qu'il faut. » Delbrou sentit son sang se glacer. Cette voix, il la connaissait. C'était celle d'un homme qu'il avait déjà entendu à la télévision, dans des conférences de presse officielles. Un nom s'imposa dans son esprit comme un couperet. Le député Laurent Duhamel, figure politique respectée, chef de la commission anticorruption. « Mon Dieu !» murmura Claire. « On vient de comprendre pourquoi personne ne voulait qu'on aille plus loin. L'affaire venait de changer d'échelle. Ce n'était plus seulement le meurtre d'un banquier. C'était une fissure dans les fondations mêmes du pouvoir. » Et Delbrou savait qu'en continuant, il signerait peut-être sa propre condamnation, comme Philippens avant lui. Mais il n'était pas homme à reculer devant un non. Le matin du 4 juin 1998, les gendarmes reçoivent un appel anonyme. Une voix d'homme, rauque, hésitante, leur signale qu'une arme pourrait être retrouvée près du lac de Saint-Fargeau. L'interlocuteur raccroche aussitôt, mais la précision du lieu intrigue les enquêteurs. Ils se rendent sur place. Après 2 heures de fouilles dans la vase et les herbes hautes, un plongeur remonte une arme. Un vieux revolver calibre .38, en partie rouillé, mais identifiable. L'expertise balistique révélera que c'est bien l'arme qui a tué Laetitia de l'Écluse, un tournant majeur dans l'affaire. Les soupçons se resserrent autour de Vincent Marnier, l'ex-compagnon de la victime. Son alibi s'est fragilisé. Les relevés téléphoniques prouvent qu'il se trouvait à proximité du domicile de Laetitia la nuit du meurtre, malgré ses dénégations. Les enquêteurs le convoquent. Vincent arrive, pâle, les mains tremblantes, mais tente de garder contenance. Il répète qu'il n'a rien à voir avec la mort de Laetitia, qu'il était à Fontainebleau chez un ami. Seulement voilà, l'ami en question, un certain Didier L, nie formellement. Il affirme ne pas l'avoir vu depuis des mois. Sous la pression, Vincent finit par s'effondrer. Dans un long monologue, il raconte sa version des faits. « Je voulais lui parler, juste lui parler. Elle avait coupé tout contact, et je ne supportais plus ce silence. J'ai pris le revolver, oui, mais c'était pour me faire peur, pas pour elle. Quand je suis arrivé, elle a crié, elle m'a traité de malade, et j'ai perdu le contrôle. J'ai tiré sans réfléchir. Une seule fois, je ne voulais pas. J'ai quoi, et sans ouah. Les mots tombent, lourds, brisés. Le silence dans la salle d'interrogatoire est total. Les gendarmes enregistrent sa confession, mais Vincent semble étrangement détaché. Comme s'il répétait un texte qu'il s'était préparé depuis longtemps. Pourtant, certaines incohérences demeurent. Le voisin a entendu 2 coups de feu, non pas un, et la position du corps ne correspond pas à la scène décrite. Les experts en criminalistique découvrent également des fibres inconnues sur la veste de Laetitia, un tissu synthétique vert olive qui ne correspond pas à la garde-robe de Vincent. L'hypothèse d'un complice ou d'un témoin se dessine. Mais qui aurait pu être là cette nuit-là? Les enquêteurs retournent sur le lieu du drame et remarquent un détail jusque-là négligé. Une marque de pneu, partiellement effacée, à quelques mètres de la porte d'entrée. Les empreintes correspondent à un vieux modèle de Peugeot 205, couleur bordeaux. En consultant les fichiers, ils trouvent un propriétaire dans la même commune. Marc Lejeune, un ancien collègue de Laetitia, ouvrier dans une entreprise de menuiserie. Interrogé, Marc affirme qu'il dormait chez lui ce soir-là, seul. Mais un voisin se souvient l'avoir vu partir vers 22h30, l'air nerveux. L'enquête s'épaissit. Vincent, jaloux, aurait-il été manipulé? Ou Marc, amoureux et conduit, aurait-il profité de la dispute pour se venger? La tension monte. Le procureur décide de confronter Vincent et Marc face à face. Les 2 hommes se jaugent, silencieux. Marc garde un calme glaçant. Vincent, lui, se ronge les ongles, le regard fuyant. À un moment, Marc lâche froidement. « Tu vois, je t'avais dit que ça finirait mal avec elle. Tu ne m'as pas écouté. » Et Vincent pâlit. Les enquêteurs comprennent qu'ils se connaissent bien plus qu'ils ne le prétendaient.
Une nouvelle perquisition chez Marc révèle des traces de sang sur une paire de gants de travail. L'analyse ADN ne laisse plus aucun doute. Il s'agit bien du sang de Laetitia. Le puzzle se complète enfin. Lors du dernier interrogatoire, Marc craque. Il raconte tout. Vincent l'avait appelé, paniqué, après avoir tiré sur Laetitia. Marc, pris de peur, était venu l'aider à cacher l'arme et à nettoyer la scène. Mais il jure ne pas avoir participé au meurtre. « J'ai juste voulu l'aider. Je ne voulais pas qu'il aille en prison. » Laetitia de l'Écluse, femme discrète, respectée, est morte à cause d'un amour malade, d'une obsession partagée par deux hommes incapables de lâcher prise. Le drame dépasse le simple crime passionnel. Il devient le portrait d'une dépendance émotionnelle destructrice. Au procès, le tribunal est plein à craquer. Les visages se tendent quand Vincent prend la parole. « J'ai détruit ce que j'aimais le plus. Je ne cherche pas d'excuses. » Marc, lui, se mure dans le silence. Il sera condamné pour complicité de meurtre et destruction de preuves. Mais dans les couloirs du palais, un murmure persiste. Et si un troisième homme avait été là? Certains éléments, le double coup de feu, les fibres inconnues, l'appel anonyme, ne seront jamais éclaircis. L'affaire Laetitia de l'Écluse, close officiellement, continue pourtant de hanter les enquêteurs et les nuits de ceux qui un jour ont croisé son regard. L'affaire semble close. Le 28 octobre 1999, le tribunal de Versailles condamne Vincent Marnier à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre et Marc Lejeune à 7 ans pour complicité et destruction de preuves. Le verdict tombe dans un silence pesant. Le père de Laetitia, effondré, murmure simplement « Au moins, elle peut reposer en paix ». Pourtant, dans la salle, quelques regards se détournent. Le commandant Borel, l'un des premiers enquêteurs sur la scène du crime, ne parvient pas à s'apaiser. Quelque chose, dit-il, ne colle toujours pas. Quelques semaines plus tard, alors que le tumulte médiatique s'estompe, Borel reprend le dossier. Il relit chaque déposition, chaque rapport, chaque cliché de la scène. Ce qu'il remarque cette fois, c'est la trajectoire de la balle. Selon le médecin légiste, elle est entrée par le côté gauche du thorax et a traversé le corps en diagonale vers le haut. Or, Vincent était droitier, et d'après sa propre confession, il faisait face à Laetitia. La trajectoire, dans ce cas, aurait dû être inversée. Borel appelle alors l'un des experts balistiques pour vérifier. La reconstitution, recalculée, démontre qu'au moment du tir, la victime tournait légèrement le dos à son agresseur. Autrement dit, quelqu'un d'autre pouvait se trouver derrière elle. Une simple incohérence? Peut-être. Mais pour un enquêteur comme Borel, les incohérences sont rarement anodines. Il décide donc de revisiter le lieu du drame, 5 ans après. La maison a été vendue, rénovée, repeinte, mais les fondations sont les mêmes. Dans le jardin, il retrouve la trace d'un vieux cabanon en bois que la nouvelle propriétaire a transformé en remise. Borel se souvient qu'à l'époque, personne ne l'avait fouillé. Trop banal, trop petit. Sur un coup d'intuition, il décide de jeter un œil. Sous le plancher, dissimulé dans une trappe de fortune, il découvre un sac plastique scellé. À l'intérieur, une écharpe de laine beige, tachée de sang séché et un collier cassé. Ce collier, Borel le reconnaît aussitôt. Il appartenait à Laetitia, visible sur plusieurs photos d'elle avant sa mort. L'analyse ADN confirmera que le sang sur l'écharpe n'est pas celui de Vincent, ni de Marc. Un troisième profil masculin, inconnu, apparaît. Borel relance alors discrètement l'enquête. Il consulte d'anciens collègues, fouille les archives et retrouve un nom passé presque inaperçu. Renaud Keller, un ancien voisin de Laetitia, habitant à 100 mètres de là. À l'époque du crime, il travaillait de nuit dans une station-service. Son alibi avait été validé sans vérification approfondie. Mais en reconsultant les registres, Borel découvre qu'il s'était fait remplacer ce soir-là. Aucun enquêteur ne l'avait remarqué. Keller est un homme discret, effacé, vivant seul. Borel le convoque sous prétexte de vérifications administratives. Lorsqu'il évoque le nom de Laetitia, un frémissement traverse le visage de Keller. Il détourne le regard, s'humecte les lèvres, puis répond d'un ton trop rapide « Non, je ne la connaissais pas vraiment ». Trop rapide, trop précis. Borel sait reconnaître la peur lorsqu'elle s'insinue dans une voix. Une surveillance est mise en place. Après quelques jours, Keller est vu rôdant près du lac de Saint-Fargeau, le lieu où l'arme avait été retrouvée. Coïncidence? Difficile à croire. Les gendarmes décident d'intervenir. Lors de la perquisition, ils découvrent, dans le grenier de sa maison, un carton contenant des articles de presse sur l'affaire, découpés avec soin, et un petit carnet dans lequel sont griffonnées des phrases obsessionnelles. Elle riait quand je passais, elle savait. Ils croient que c'est fini, mais elle est toujours là.
Ici. L'écriture est irrégulière, nerveuse. Les psychologues parleront plus tard d'un profil paranoïaque, marqué par des tendances délirantes et des crises de jalousie obsessionnelle. Lors de son interrogatoire, Keller reste d'abord muet. Puis, peu à peu, les mots sortent, hachés, confus. Il dit qu'il l'aimait de loin, qu'elle laissait la lumière allumée exprès, qu'il voulait seulement lui parler. Ce soir-là, il serait passé devant sa maison, aurait vu Vincent et Laetitia se disputer et serait resté à observer, dissimulé dans l'ombre. Quand le coup de feu a retenti, il aurait paniqué, serait entré, aurait tenté de la relever et, dans la confusion, aurait laissé tomber son écharpe. Mais les traces de pas dans l'entrée, relevées à l'époque, contredisent ce scénario. Keller se trouvait bien à l'intérieur avant le tir, et son ADN, retrouvé sur le collier, prouve un contact direct. Alors, a-t-il tiré, ou a-t-il simplement assisté à la scène, tétanisé? L'affaire de l'écluse, que l'on croyait résolue, s'effondre une seconde fois. Les journaux relancent que les unes. Erreur judiciaire? Un troisième homme dans le drame de 1998. L'ombre du voisin? La vérité enfin révélée? La mère de Laetitia, brisée par 10 ans de douleur, refuse d'y croire. On m'a déjà pris ma fille, je ne supporterai pas qu'on me prenne la vérité. Devant la cour d'appel, Vincent Marnier, vieilli, amaigri, entend pour la première fois que son dossier va être rouvert. Son regard, éteint depuis des années, retrouve un éclat, celui de l'injustice mêlée à l'espoir. Le commandant Borel, quant à lui, ne se satisfait pas d'une demi-vérité. Il a compris que derrière les aveux, derrière les manipulations et les silences, se cache une autre histoire, celle d'une femme harcelée par 3 hommes à la fois, un ex jaloux, un collègue envieux, un voisin obsédé, et que parmi eux, un seul a tiré. La réouverture du dossier Philippens secoue tout le pays. L'opinion publique, d'abord convaincue de la culpabilité de Vincent Marnier, se divise désormais entre indignation et perplexité. Les journaux télévisés se succèdent, évoquant une possible erreur judiciaire, une enquête bâclée, des experts manipulés. Dans les couloirs de la PG de Versailles, le commandant Borel avance désormais seul, soutenu par une poignée de collègues discrets, conscient que remettre en cause une condamnation vieille de 10 ans, c'est risquer la carrière de toute une brigade. Mais la vérité ne s'efface pas. Et chaque fois qu'il relit les notes de l'époque, Borel sent que quelque chose d'invisible se tient entre les lignes. Un fil, fragile, qui relie Laetitia Philippens à ses bourreaux. Un matin d'hiver, il obtient enfin l'autorisation de confronter Vincent Marnier et Renaud Keller. 2 hommes que tout oppose. Le banquier élégant et le voisin reclus. Dans la salle d'audience improvisée de la maison d'arrêt de Nanterre, Borel les installe face à face. Le silence est si dense qu'on pourrait y entendre une montre battre. « Vous la connaissiez tous les deux, mais différemment », commence Borel. Keller baisse les yeux. Vincent fixe un point invisible au-delà du mur. « Racontez-moi cette nuit du 12 septembre. Pas les faits, pas les versions officielles. Ce que vous avez ressenti. »« Ya si, ya tessa si. » Vincent inspire lentement. Sa voix tremble. « Elle voulait me quitter. Elle m'a dit qu'elle avait peur de moi. Mais je ne l'ai jamais frappée. Jamais. Quand je suis parti ce soir-là, elle était vivante. » Borel se tourne vers Keller. « Et vous, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?»« Elle m'a demandé de venir, » répond Keller, d'un ton sec. « Pourquoi vous ?»« Parce qu'elle avait peur de lui. » Borel ne montre rien, mais son cœur s'accélère. Si Laetitia a réellement appelé Keller ce soir-là, tout le scénario s'effondre. L'appel téléphonique n'avait jamais été mentionné dans le dossier. Quelques jours plus tard, les relevés téléphoniques anciens sont exhumés, difficilement récupérables. Et là, la découverte. À 21h42, un appel manqué de Laetitia à un numéro inconnu. Un vieux portable prépayé, enregistré sous le nom de R. Keller. Laetitia avait donc cherché à contacter son voisin juste avant sa mort. Mais pourquoi? Avait-elle pressenti le danger? Ou espérait-elle une protection? L'enquête reprend d'une tournure déroutante. Borel rencontre alors la sœur de Laetitia, Hélène, qui lui confie un détail resté secret. Laetitia m'avait parlé d'un homme qui la suivait en voiture. Elle pensait que c'était Vincent, mais elle n'en était plus sûre. Une fois, elle a vu une Peugeot grise garée en face de chez elle, avec les phares éteints. Elle m'a dit « Si je disparais, cherche la voiture ». La description correspond à celle de Keller. Et pourtant, rien ne prouve qu'il ait tiré. Les experts balistiques confirment que la trajectoire du tir pourrait provenir d'un angle où Keller se trouvait, mais pas exclusivement. C'est alors qu'un nouvel élément bouleverse tout. Le témoignage d'un ancien collègue de Marc Lejeune, le complice présumé de Vincent.
Cet homme, resté silencieux par peur de représailles, se présente spontanément à la police. Il affirme que Marc lui aurait confié, ivre, lors d'une soirée en 2000. Ce n'est pas Vincent qui a tiré, c'est quelqu'un d'autre, mais il fallait un coupable. La phrase anodine résonne comme un aveu. Borel convoque Marc, désormais sorti de prison et vivant isolé dans le sud. Face à lui, l'ancien complice paraît las, rongé par des années de remords. « Ils m'ont menacé, commandant. Le jour de l'arrestation, un type que je ne connaissais pas est venu me voir. Il m'a dit que si je parlais, ma famille aurait des problèmes. Il savait tout de moi, alors j'ai signé. Qui était cet homme? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un du cabinet Philippens, peut-être un client, mais il parlait comme un banquier. Le mot « banquier » éveille l'attention de Borel. Et si cette affaire, loin d'être un drame passionnel, cachait un mobile financier? En recoupant les dossiers, il découvre que quelques semaines avant sa mort, Laetitia avait intercepté un virement suspect sur un compte de la banque Philippens, 300 000 francs transférés vers une société fictive. Le bénéficiaire? Une entreprise appartenant à un certain Henri Dumas, ancien associé de son mari, disparu mystérieusement 2 ans plus tôt. Tout s'éclaire soudain. Laetitia avait découvert une fraude. Vincent avait tenté de la convaincre de se taire, mais elle avait refusé. Elle en avait parlé à Keller, qu'elle croyait inoffensif. Et ce dernier, obsédé par elle, avait interprété sa peur comme un appel à l'aide, décidant d'intervenir lui-même. Mais si Keller n'a pas tiré, qui a voulu la faire taire? Borel replonge dans les relevés bancaires, les notes internes de la banque, les correspondances privées, et il découvre un échange de mails entre Vincent et un destinataire mystérieux, signé uniquement HDAT. Quelques jours avant le meurtre, elle pose trop de questions. Si elle parle, on est mort. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Le mail est explicite. Mais d'où vient-il? L'adresse électronique est ancienne, rattachée à un serveur aujourd'hui fermé. Borel contacte les services spécialisés de la cybercriminalité, qui remontent la trace jusqu'à un ordinateur retrouvé dans une villa abandonnée près de Fontainebleau. Sur le disque dur, des dossiers cryptés révèlent un réseau de blanchiment d'argent à grande échelle, impliquant plusieurs cadres de la banque. Le meurtre de Laetitia n'était pas un crime passionnel, mais un assassinat déguisé. Elle avait découvert ce qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Et Vincent Marnier? Était-il complice ou bouc émissaire? Borel comprend que l'affaire Philippens n'est pas seulement une tragédie intime, c'est une toile d'araignée, un crime économique maquillé en drame conjugal, une manipulation judiciaire, et derrière, un homme encore libre. Henri Dumas, officiellement mort depuis 1996, mais dont les empreintes viennent d'être retrouvées sur l'un des fichiers du disque dur. Mort ou vivant, Dumas détient la clé. Le commandant ferme son dossier, lève les yeux vers la fenêtre. Le soleil décline sur Paris. Il murmure pour lui-même. Le banquier n'aurait jamais dû dire non. Lorsque le nom d'Henri Dumas refait surface, tout vacille. Officiellement mort dans un accident de voiture en 1996, cet ancien associé de la banque Philippens avait été enterré dans le cimetière de Neuilly après qu'on eût retrouvé des restes calcinés dans une carcasse d'Audi incendiée sur une route de campagne. Mais voilà, l'analyse ADN de l'époque n'avait jamais été formellement validée. À l'époque, la technologie était encore balbutiante et les résultats provenaient d'un simple test comparatif sanguin. Rien, aujourd'hui, ne garantit que le corps était bien celui de Dumas. Le commandant Borel décide de rouvrir cette piste oubliée. Avec l'accord du parquet, l'équipe exhume les restes supposés d'Henri Dumas. L'attente est interminable. Les experts de l'Institut médico-légal confirment ce que Borel redoutait. Le profil génétique ne correspond pas à celui du banquier. Autrement dit, Henri Dumas est vivant. Quelqu'un d'autre a pris sa place dans la tombe. Ce rebondissement fait l'effet d'une bombe. Les journaux titrent « Le mort de la banque Philippens était un autre. Dumas, le revenant ». Les enquêteurs retrouvent que la trace de plusieurs comptes offshore ouverts sous des identités fictives après 1996, liés à un même passeport utilisé en Espagne, puis en Suisse. Les retraits en liquide, tous signés de la même écriture, celle d'Henri Dumas. Borel comprend que l'affaire Philippens dépasse tout ce qu'il imaginait. Ce n'est plus une simple vengeance ou une passion tragique. C'est un meurtre orchestré pour protéger un réseau financier clandestin. Et le refus de Laetitia de se taire a signé sa condamnation. Mais comment Dumas a-t-il pu manipuler tous les autres? Une nuit, dans son bureau éclairé par la lueur blafarde d'une lampe, Borel déroule sur son mur une carte complète. Les noms, les liens, les dates. Au centre, Laetitia Philippens. Autour d'elle, Vincent Marnier, Marc Lejeune, Renaud Keller, Henri Dumas.
Entre eux, des fils rouges s'entrecroisent, formant une toile serrée. À chaque intersection, une transaction suspecte, un appel téléphonique, un mensonge. Et toujours cette phrase dans le mail retrouvé, « Tu sais ce qu'il te reste à faire ». Borel est convaincu désormais. Dumas n'est pas seulement le cerveau, il est aussi l'exécutant indirect du crime. Il a manipulé Vincent, peut-être jusqu'à la folie, et utilisé Keller comme témoin parasite afin de brouiller les pistes. Le meurtre de Laetitia, loin d'être un coup de colère, était un avertissement adressé à d'autres. Pourtant, aucune trace récente de Dumas, jusqu'à ce qu'une coïncidence inattendue survienne. Un ancien employé de la banque, désormais serveur dans un restaurant de Genève, contacte discrètement la police française. Un homme ressemblant étrangement à Dumas vient régulièrement dîner, seul, chaque jeudi soir. Il paie toujours en espèces et quitte le lieu avant 22 heures précises. Borel et son équipe prennent la route de la Suisse. 3 jours plus tard, ils observent la scène depuis un véhicule banalisé. L'homme arrive, cheveux gris, barbe taillée, lunettes sobres. Il commande un verre de vin blanc, ouvre un journal local. L'expression est calme, presque arrogante. Aucun doute, c'est bien Henri Dumas, l'homme que la France croit mort depuis près de 10 ans. Le plan est simple, le suivre jusqu'à sa cache. Mais Dumas est prudent, presque paranoïaque. Il change de trajet à chaque fois, emprunte des chemins secondaires, s'arrête dans des parkings, vérifie ses rétroviseurs. Il sait qu'un jour quelqu'un viendra. Ce soir-là, pourtant, un imprévu se produit. Une femme entre dans le restaurant, une quarantaine d'années, manteau beige, regard déterminé. Elle s'assoit face à lui sans attendre qu'on l'invite. Borel, depuis la voiture, zoome avec sa caméra. Lorsqu'il reconnaît son visage, son sang se fige. C'est Hélène Philippens, la sœur de la victime. « Mon Dieu !» souffle-t-il. La scène qui suit semble irréelle. À travers la vitre, on devine des gestes brusques. Hélène pose une photo sur la table, celle de Laetitia, souriante, avant le drame. Dumas baisse les yeux, puis lève lentement son verre, comme un hommage pervers. Les lèvres d'Hélène bougent, muettes derrière la vitre, mais on lit distinctement « Pourquoi ?» Dumas répond quelque chose. Hélène se fige, puis elle se lève, tremblante, quitte la salle. L'homme reste là, impassible, puis sort à son tour. Les agents suivent discrètement. Hélène s'engouffre dans une ruelle, Dumas la suit à distance. Borel intervient, craignant le pire. Une course s'engage dans les ruelles genevoises. Dumas s'enfuit, mais les policiers helvétiques, prévenus, bloquent les issues. Il est arrêté sans résistance, le visage livide, presque soulagé. Lors de son interrogatoire, Dumas parle d'une voix calme, froide. « Vous cherchez des coupables. Vous ne comprendrez jamais. Cette femme était un risque, elle savait tout. Vous avez ordonné son meurtre, rétorque Borel. Non, j'ai simplement rappelé à son mari où se trouvaient ses intérêts. C'est lui qui a choisi. » Les mots frappent comme des lames. Dumas nie avoir tiré, mais il admet avoir tout orchestré. Il a simulé sa mort, racheté des dettes, manipulé Marnier, et laissé Keller dans l'ombre pour absorber les soupçons. Le banquier n'aurait pas dû dire non, commandant. Dans ce monde, dire non, c'est signer son arrêt de mort. Ces phrases résonnent dans la salle. Borel comprend que Dumas ne ressent aucun remords. Pour lui, Laetitia n'était qu'une variable dans une équation de pouvoir et d'argent. Quelques jours plus tard, extradé en France, Dumas est inculpé pour fraude, blanchiment et complicité d'assassinat. Mais dans le fourgon qui le transporte vers la prison de Fresnes, il subit un malaise cardiaque et meurt avant d'avoir parlé davantage. Mort une seconde fois, Borel reste face à un silence. Les preuves suffisent à innocenter Vincent Marnier, mais pas à condamner les fantômes d'un système corrompu. Keller, lui, sera interné en hôpital psychiatrique incapable de distinguer réalité et souvenir. L'affaire Philippens, après 12 ans de rebondissement, touche à sa fin. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car dans les archives numériques saisies à Genève, un fichier crypté porte un nom, Philippens 03. Borel le garde pour lui. Une dernière vérité peut être enfouie dans ce code. Le lendemain, la petite ville de Châlons semblait suspendue dans une attente muette. Les volets claquaient doucement sous le vent. Les journaux du matin affichaient en première page le visage de Laetitia Delécluze, avec ce titre lourd de promesses, « L'affaire Delécluze, la vérité enfin ». À l'intérieur du commissariat, l'atmosphère était électrique. Dubreuil, le commissaire, tournait autour de son bureau comme un lion en cage. Devant lui, un dossier épais, le dossier que tout le monde pensait clos, reposait, ouvert,
les pages couvertes d'annotations, de photos jaunies, de rapports d'expertise. Laetitia était là, silencieuse, les mains croisées sur ses genoux, le regard droit, calme. Elle avait l'air d'une femme qui avait cessé de fuir, mais pas encore d'espérer. « Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ?» dit Dubreuil enfin, sans lever les yeux. « Je suppose que vous avez des questions, » répondit-elle, d'une voix égale. « Des questions, oui, mais surtout des réponses que je crois connaître déjà. » Il jeta sur la table une photo que Laetitia n'avait pas vue depuis des années, celle de la ruelle, derrière l'hôtel, la nuit du drame. On y distinguait une silhouette floue, une femme qui semblait s'éloigner d'un corps à terre. Les experts avaient toujours jugé l'image inexploitable, mais aujourd'hui, la technologie avait rattrapé le temps. Dubreuil s'approcha. Nous avons refait une analyse numérique. Les traits sont plus nets. Ce foulard, cette démarche, cette silhouette, c'est vous, non ? Laetitia ne répondit pas immédiatement. Elle observa la photo longtemps, puis releva les yeux. « Oui, c'est moi !» Un murmure traversa la pièce. Le jeune lieutenant Roussel, qui prenait des notes dans un coin, laissa échapper un souffle incrédule. « Mais je ne l'ai pas tué !» ajouta-t-elle aussitôt. Dubreuil la fixa. « Alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi on vous voit sur les lieux, pourquoi votre foulard a été retrouvé sous le corps, pourquoi votre ADN est sur son col de chemise. Parce que j'étais là, parce que j'ai essayé de l'empêcher de tomber, parce que je suis arrivé trop tard. » Elle inspira profondément, et sa voix changea, plus rauque, plus basse. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec lui. Il m'avait dit qu'il voulait tout avouer, qu'il en avait assez de vivre dans le mensonge. J'ai cru qu'il voulait quitter sa femme, refaire sa vie avec moi. Mais quand je suis arrivé, il n'était plus le même. Il était nerveux, il tremblait. Il m'a dit qu'on nous suivait, que tout était fini. Et puis j'ai entendu un bruit, comme un pas derrière moi. Je me suis retourné. Quand je me suis à nouveau tourné vers lui, il était déjà par terre, une balle dans la gorge. Le silence tomba, pesant. Dubreuil laissa échapper un soupir. « Vous attendez que je croie à cette version ? Ce n'est pas une version, c'est la vérité. » Roussel échangea un regard rapide avec le commissaire. « Et le revolver ? On l'a retrouvé dans la Seine, avec vos empreintes dessus. » Laetitia secoua la tête. « Il m'a glissé des mains quand j'ai essayé de le ramasser. J'ai paniqué, je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. » Dubreuil s'assit enfin, son visage dur mais moins fermé. « Vous dites que quelqu'un d'autre était là. Qui ? » Elle hésita. Son regard se perdit dans le vide. « Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'était quelqu'un qu'il connaissait. Une ombre grande, trapue, une odeur de tabac froid. Il disait toujours qu'il devait de l'argent à un type dangereux. Peut-être que... » Dubreuil se leva brusquement. « Peut-être que... Ça fait 20 ans qu'on court après des « peut-être que ». Vous comprenez ce que ça veut dire, Madame de l'Écluse ? Vous étiez la maîtresse d'un homme marié, retrouvé mort avec votre foulard sur lui. Vous avez fui. Et aujourd'hui, vous venez me parler d'une ombre et d'une odeur de tabac. » Mais Laetitia ne broncha pas. « Je n'ai plus rien à perdre, commissaire. Si vous voulez m'arrêter, faites-le. Mais sachez que je n'étais pas seul cette nuit-là. » Le commissaire s'appuya contre la fenêtre. Le vent faisait claquer les volets, dehors. « Vous insinuez qu'un complice existe encore ? Pas un complice, un témoin. » Un long silence. Puis Dubreuil se tourna lentement vers elle. « Qui ? Une femme. » Le commissaire plissa les yeux. « Une femme ? Oui, la femme de la victime. » Roussel se figea. « Attendez. Vous dites que Claire Delval, sa femme, était là ?» Laetitia hocha la tête. « Je l'ai vue, juste avant le coup de feu. Elle portait un manteau beige, une écharpe en soie. Elle nous observait depuis la ruelle. » Dubreuil sentit un frisson lui remonter la nuque. Claire Delval. Celle qu'ils avaient interrogée 10 fois, 20 fois, et qui avait toujours joué la veuve parfaite, digne, blessée, intouchable. « Vous avez une preuve ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Aucune, juste ma mémoire, et cette peur que j'ai gardée depuis ce soir-là. » Le commissaire se rassit lentement, les doigts tapotant le dossier. « Si vous dites vrai, cela change tout. Mais je vous préviens, si vous mentez, je vous enterre. Compris ? Compris. » Dubreuil fit signe à Roussel. « Faites rouvrir le dossier Delval. On va voir si la veuve modèle a quelque chose à cacher. » Pendant que Roussel quittait la pièce, Laetitia resta immobile. Son regard se perdit vers la fenêtre, là où le ciel s'assombrissait. Elle murmura. « Vous ne comprenez pas, commissaire. Elle n'était pas seule ce soir-là. » Dubreuil se figea. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Il y avait quelqu'un d'autre. Un homme.
et je crois qu'il travaille encore avec elle. Le commissaire sentit son cœur battre plus fort. « Vous savez qui ?» Elle ferma les yeux, comme pour rassembler son courage. Son avocat, Maître Garnier. À cet instant, tout sembla basculer. Dubreuil comprit que le masque, celui que la ville entière croyait immuable, venait de se fissurer. Derrière la façade du deuil et des années, quelque chose d'autre se cachait. Quelque chose de froid, de calculé. « Roussel !» cria-t-il. « Rappelez Garnier, immédiatement, et mettez discrètement Claire Delval sous surveillance. Pas un mot à la presse. » Le jeune lieutenant s'exécuta, le visage blême. Dubreuil, lui, se laissa retomber sur sa chaise. Il regarda Laetitia longuement. « Si vous mentez, je vous briserai. » Elle répondit simplement. « Si je mens, c'est que je suis déjà morte. » Dehors, la pluie recommençait à tomber, fine, régulière. Une pluie d'automne qui semblait vouloir effacer les traces du passé. Mais certaines, pensait Dubreuil, ne s'effacent jamais. Certaines restent gravées, comme des cicatrices qu'aucun temps ne referme. Et dans cette affaire, la plus grande cicatrice n'était peut-être pas celle du crime, mais celle du mensonge. La pluie s'intensifiait sur Châlons, battant contre les vitres du commissariat comme un tambour régulier. Le commissaire Dubreuil, fatigué mais lucide, relisait pour la 5e fois les procès-verbaux d'époque. Les noms défilaient sous ses yeux, Delval, Garnier, Delécluze, tout lié, tous entremêlés dans un nœud de mensonges. 20 ans de silence, et tout recommençait, avec cette impression désagréable qu'on venait de réveiller un cadavre qui n'avait jamais vraiment dormi. Roussel entra sans frapper. Il tenait une chemise cartonnée, encore humide. « J'ai retrouvé un truc, commissaire. Vous allez vouloir voir ça. » Il déposa les documents sur la table et ouvrit à la page marquée d'un trombone rouillé. C'est le premier rapport d'enquête sur la scène du crime. On y mentionne un témoin qui aurait vu 2 silhouettes s'enfuir de la ruelle, pas une. Mais ce témoignage n'a jamais été exploité. Pourquoi? On ne sait pas. Le témoin, un certain Marcel Duret, a quitté la région une semaine après. Jamais réentendu. Dubreuil fronça les sourcils. Marcel Duret? Le nom résonna. Il l'avait déjà vu ailleurs. Il fouilla dans sa mémoire, puis soudain se leva, traversa la pièce, sortit un vieux carton d'archives poussiéreux. Il en tira un dossier jauni. Affaire Delval. Témoin secondaire. Il l'ouvrit. Voilà. Duret, 43 ans à l'époque, concierge de l'hôtel Saint-Paul. C'est lui qui a signalé le coup de feu. Il s'arrêta. La dernière annotation, griffonnée à la main, lui glaça le sang. Décédé 6 mois après. Accident domestique. Chute d'escalier. Accident, hein? Murmura Dubreuil. Vous pensez que c'était lié? Demanda Roussel. J'en suis presque sûr. Ce type a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir, et quelqu'un s'est assuré qu'il garde le silence. Il referma brusquement le dossier et fit signe au lieutenant. On va chez Claire Delval, maintenant. La maison Delval, une grande bâtisse en pierre claire, se dressait au bout d'une allée bordée de marronniers. Le portail en fer forgé grinça à leur approche. Tout semblait figé dans le temps, comme si rien n'avait bougé depuis les funérailles de son mari, 2 décennies plus tôt. Claire Delval les accueillit avec ce même sourire poli, presque mécanique. Ses cheveux étaient gris désormais, mais son port de tête restait altier, presque théâtral. « Commissaire Dubreuil, quelle surprise! Vous avez enfin trouvé le vrai coupable, j'espère. »« Peut-être bien, » répondit Dubreuil froidement. « Mais j'ai encore besoin de vous entendre. » Ils s'installèrent dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée. Des photos en noir et blanc ornaient le buffet. Son mari, leurs vacances, des portraits figés d'un bonheur passé. « Nous avons rouvert le dossier, Madame Delval, » dit Dubreuil. « Encore » soupira-t-elle. « Vous n'avez donc rien de mieux à faire. Cette fois, il y a du nouveau. Un témoin affirme vous avoir vu sur les lieux du crime. » Elle eut un petit rire sec. « Allons, commissaire, vous savez bien que c'est ridicule. J'étais chez moi ce soir-là. J'ai déjà tout raconté. » Votre alibi reposait sur le témoignage de votre avocat, Maître Garnier. Elle hocha la tête. Oui, il m'avait accompagné ce soir-là. Nous préparions la succession. Succession d'un homme encore en vie? Lança Dubreuil, acide. Claire le regarda, sans broncher. Vous insinuez quoi exactement? Que votre mari avait l'intention de quitter votre foyer, et que vous ne pouviez pas le supporter. Un silence s'installa. Le tic-tac de l'horloge se fit soudain oppressant. Puis elle dit lentement. Il voulait partir, oui, avec cette fille. Mais il n'en a pas eu le courage. C'était un faible. Roussel jeta un regard au commissaire. Le ton de Claire venait de changer, imperceptiblement. « Vous étiez au courant de sa liaison », continua Dubreuil. « Bien sûr, tout le monde l'était. Il croyait être discret. Et vous ?» Elle haussa les épaules. « J'ai attendu. Les hommes finissent toujours par revenir à la raison. Sauf quand ils meurent avant, » murmura Dubreuil. Un éclat de colère passa dans les yeux de Claire. Elle se leva brusquement.
Je crois que cet entretien est terminé. » Mais Dubreuil ne bougea pas. Il posa sur la table une enveloppe transparente. À l'intérieur, une photo agrandie, tirée des nouvelles analyses du numérique. Une silhouette féminine, manteau beige, foulard clair. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Elle resta figée, le souffle court. Puis elle se ressaisit. « Vous n'avez aucune preuve. »« Pas encore. Mais je vous préviens, nous avons demandé une réouverture complète de la procédure. On va réinterroger tout le monde. Et si vous avez menti, Madame Delval, je le saurai. » Elle croisa les bras, froide. « Vous perdez votre temps, commissaire. L'affaire est close depuis 20 ans, et si vous touchez à ma réputation, je vous traînerai en justice. » Dubreuil se leva, la regarda droit dans les yeux. « Votre mari est mort d'une balle tirée à bout portant. L'arme a disparu. Mais elle a refait surface, il y a 2 semaines, lors d'un dragage en Seine. Et devinez quoi? Sur la crosse, sous la rouille, nos experts ont trouvé 2 empreintes. Celle de Laetitia Delécluze et les vôtres. » Le visage de Claire se décomposa. Elle recula d'un pas, comme si le sol s'était dérobé sous elle. « C'est impossible. »« Non, Madame Delval, c'est la fin du mensonge. » Roussel observa la scène, fasciné. Claire se rassit lentement, tremblante. Ses doigts jouaient nerveusement avec un bijou à son poignet, un bracelet en or finement gravé. Dubreuil l'avait remarqué dès son arrivée. Il s'approcha, tendit la main. « Puis-je » Elle hésita, puis tendit le poignet. Il examina la gravure. ACD, AG, pour toujours. AG, pour Antoine Garnier. Elle détourna le regard. C'était un cadeau, rien de plus. Dubreuil s'assit à nouveau, calmement. Alors expliquez-moi pourquoi Antoine Garnier, votre avocat, a acheté un billet d'avion pour l'Argentine, payé en liquide, il y a 3 jours. Cette fois, elle pâlit franchement. Vous mentez. J'aimerais bien, mais c'est Roussel, ici présent, qui a confirmé le paiement. Le jeune lieutenant hocha la tête. En effet, il devait partir demain, sous un autre nom. Claire ferma les yeux. Ses lèvres remuèrent, sans qu'aucun son n'en sorte d'abord. Puis elle dit, d'une voix étranglée, « Vous ne comprenez pas, ce n'était pas censé se passer comme ça. »« Quoi donc ?» demanda doucement Dubreuil. « Il devait juste lui faire peur, pas le tuer. » Un silence. Long, glacial. Puis Dubreuil murmura, « Donc, vous admettez ?» Elle éclata en sanglots, la tête entre les mains. « Oui, c'est moi. C'est moi qui ai tout organisé. Mais c'est lui, Garnier, qui a appuyé sur la détente. Je n'ai jamais voulu ça. Jamais. » Dubreuil se leva lentement, fixant la femme détruite devant lui. « Laetitia vous a vu. Elle a tout raconté. » Claire releva la tête, le regard vide. « Alors, elle a gagné. » Le commissaire fit signe à Roussel. « Mettez-la en garde à vue, prévenez la PG, et qu'on bloque Garnier à l'aéroport. » Roussel s'exécuta. Dubreuil resta seul un instant, face au feu qui mourait dans la cheminée. Le crépitement se fit plus faible. Les flammes s'éteignirent peu à peu, laissant une odeur de cendre. Tout était presque terminé. Presque, car il le savait. Dans cette affaire, chaque vérité en cachait une autre. Et au fond de lui, il sentait que ce n'était pas encore fini.